Quand tu nais le lundi et que tu veux être riche le mardi, tu ne verras pas le mercredi. Ces propos, vous l'imaginez bien, ne sont pas de moi, mais plutôt de Marwa Bakayoko, romancière, chroniqueuse et blogueuse qui signe avec Chronique étrange d'Afrique, tome 1, son 6e bébé. Bonsoir madame, bienvenue sur le plateau de Entre les lignes. Bonsoir madame. Je vous salue également, chers téléspectateurs. Nous sommes toujours à la bibliothèque centrale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui nous accueille encore pour cette émission Entre les lignes. On a beaucoup de plaisir à être chez vous et surtout à parler de cette thématique très africaine dans ce roman Chronique étrange d'Afrique. Restez connectés, vous ne serez pas déçus. Alors, chère madame, toutes les nouvelles que vous abordez ici ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, étrangères à nos coutumes, à notre environnement africain. Quand je dis africain, je fais référence à Afrique. Est-ce qu'Afrique, c'est vraiment le creuset de l'Afrique ou c'est un monde imaginaire qui ressemble à notre continent? C'est tout en un. C'est notre monde, c'est mon monde imaginaire à moi, mais c'est également l'Afrique. Donc, quand je dis Afrique, toutes mes émotions sont en éveil, donc du coup, ça me permet de me libérer. Et vous êtes tellement bien libéré que nous avons là affaire à plusieurs nouvelles, mais il y a toujours un marabout qui intervient, toujours des pratiques de consultation mystique qui interviennent. Pourquoi? C'est dommage de le dire, mais aujourd'hui, nous assistons tellement à ces pratiques. Nous prenons, j'appelle souvent cela l'ascenseur social débridé. On a tendance à aujourd'hui monter à bord de cet ascenseur-là pour monter dans l'échelle sociale. Voilà, c'est dommage. Et donc, on peut, je le dis souvent, on peut croire ou ne pas croire, mais c'est la réalité de l'Afrique. Et cette réalité est tellement brutale que l'ascenseur, par à un moment donné, il redescend sans crier gare. Mais de la façon la plus brutale. Absolument. L'ascenseur s'arrête parfois. Et souvent, quand l'ascenseur s'arrête à un niveau donné, vous avez le tourné et souvent, c'est difficile de remonter. Ouvrons les pages du livre et arrêtons la page 43. Je l'ai lu tout à l'heure. Quand tu nais le lundi et que tu veux être riche le mardi, tu ne verras pas le mercredi. Dans cette œuvre-là, vous parlez des paris, vous parlez de l'argent pressé. C'est quelque chose qui vous touche, c'est une thématique très actuelle. Oui, c'est une thématique actuelle. Avec ces brouteurs, avec ces jeunes aujourd'hui qui veulent tout mettre. Et vous avez dit gagner, gagner, perdu, perdu. Gagner, gagner, perdu, perdu. Rouge gagne, noir perd. Cette nouvelle particulièrement me touche parce qu'elle concerne un peu mon vécu. Ma mère qui était grande commerçante au marché de Makori depuis les années 50-60 par là. Alors, on recueillait souvent chez nous, on avait des dépendantes à l'arrière de la maison. Nous recueillions souvent des immigrés qui venaient souvent en basse-côte, qui venaient du Mali, qui venaient de la Haute-Volta à l'époque. De la Guinée, et souvent qui arrivaient à, je dirais, à se reposer un moment. Avant de repartir. Il y a certains qui allaient même plus loin, qui allaient souvent jusqu'en France. Mais ceux qui restaient sur place souvent trouvaient, en tout cas très souvent, donc cette diaspora-là, il y a eu tellement d'histoires. Voilà, des histoires, des belles histoires que j'ai vécues avec ces personnes qui sont passées chez nous. Et puis un particulièrement, mais qui n'habitait pas chez nous, mais qui était le portefeuille de maman, qui faisait partie des bagages de maman au marché et puis qui les ramenait le soir. Ce vieux portefeuille était un homme pétri de sagesse. C'était un homme pétri de sagesse et il avait fait son temps. Il s'apprêtait à retourner au Mali, se reposer après toutes ces années de service dans la République de Côte d'Ivoire. Et pour lui, il fallait assurer la relève. Donc il fait venir quelqu'un. Il fait venir son neveu. Malheureusement, son neveu nous mime du temps à comprendre un peu ses nouvelles aspirations. Il était porté sur les jeux du hasard. À cette époque, chose vraiment extraordinaire, il était porté sur les choses du hasard. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas dire la fin. On ne dira pas la fin. Voilà, mais l'adage qui revenait souvent, chaque fois quand le portefeuille venait s'asseoir auprès de maman, il disait, ah, gars, je te dis, quand tu veux, tu nais le lundi et que tu veux être riche le mardi,
Et je termine comme ça. Il disait à ma mère, il disait, Wallah et Aga, tu ne verras pas le mercredi. Et ça m'est resté. Et j'ai voulu faire cette nouvelle particulièrement pour toucher cette les jeunesse, jeunes. pour toucher ces jeunes-là qui sont un peu trop pressés, pour dire que quand on naît, on s'assoit d'abord. On fait les 4 pattes, on se lève avant de se mettre à marcher et à courir. Mais on ne naît pas immédiatement et puis s'apprêter à courir. Il faut se dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc le broutage, ou alors l'argent vitesse, ou alors la corruption rapide pour se faire des sous, ça ne paye pas. À la page 47, le titre « Mon coupable silence ». Alors là, ça m'a bouleversée parce que je me dis pourquoi l'auteur fait passer Modibo par toutes ses douleurs et ses souffrances. Je l'ai dit, ces nouvelles, il y a plusieurs nouvelles qui me sont proches. Je l'ai également reçue, cette nouvelle, à l'époque. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Comme vraie. celle que vous venez dont Tout à fait. Je l'ai également reçue reçue d'un ami qui était à l'époque proche de cette personne, qui finalement, la personne ne vivait pas en Côte d'Ivoire, mais a fini sa vie là. La personne a migré finalement du Mali jusqu'en Côte d'Ivoire et la personne a finalement fini sa vie. Lala, l'histoire de Lala, je dirais, ça pourrait inspirer beaucoup de femmes. Parce que Lala a commis ce que j'appelle un peu une faute, entre guillemets, passagère. Elle a commis l'adultère. Mais qui lui a pris sa vie. Qui lui a pris sa vie parce que souvent on te dit la mort est mieux que la honte. Et cet adage-là pourrait s'appliquer à Lala. Parce que Lala, surprise par son époux, qui n'a pas voulu dévoiler ce qu'il avait vu, a été rongé au fil des jours, au fil des mois. Il a continué à être avec elle de façon normale, à parler avec elle, jouer avec elle, rigoler avec elle, et même aller avec elle. Et même aller avec elle, sur le, je dirais, lit conjugal. Sur le lit conjugal. Le même lit conjugal. Le même lit conjugal où a été commis le forfait. Et dire que la femme, il y a une forme de dignité qu'il faut avoir. Et là, c'est vrai qu'on va lui jeter la pierre pour l'acte qu'elle a commis. Mais doit-on indexer ces mariages qui se font à un âge assez, on va dire, pas très mature pour la femme? Lala était très jeune quand elle se mariait. Connaissait-elle les tenants, les aboutissants de cette relation dans laquelle elle entrait? Tout à fait, parce que Lala s'est mariée, je dirais entre guillemets, c'était un mariage forcé. Parce que c'est pas qu'elle a aimé Modibo, elle n'a jamais rencontré Modibo. Ça a été un mariage décidé par 2 familles. Et du coup, je me dis, voilà... Ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Et donc Lala, quelque part, n'avait pas fini sa jeunesse. Et on assiste à des drames. À des drames. Et c'est le cas de Lala. Alors, une autre nouvelle, et je vous le dis, chers téléspectateurs, en tout cas, merci de votre fidélité. Vous êtes à Entre les lignes. Et avec beaucoup de plaisir, nous sommes en compagnie de Madame Mawa Bakayoko, romancière, chroniqueuse et blogueuse. Matouré. Alors, Matouré, franchement, quand j'ai lu cette œuvre, pour nous, personnellement, moi j'ai grandi à Djamé, dans l'environnement de la grande mosquée d'Adjamé, passé pratiquement toute ma vie là-bas, mon adolescence et tout. Je me rappelle de cet univers de griottes, de femmes avec des grands boubous, mais des griottes qui connaissaient l'histoire. Tout à fait. Qui savaient que Bakayoko a tel relan dans la famille, il y a eu telle histoire, les Bamba c'est ça, les Dambélé c'est ça, les Koné c'est comme ça. Mais aujourd'hui on assiste à autre chose. Oui. Nous avons accepté une certaine forme de médiocrité dans laquelle baigne la société dans une sorte, je dirais, de mensonge. Vous avez des dames en fin de semaine qui se retrouvent dans ces cérémonies, qui vont déverser 100, 200, voire le million sur des griottes qui ont la lignée, mais qui n'en ont pas la culture. Qui n'ont pas fait l'effort de suivre ce que les parents ont légué. L'enseignement, parce qu'il y a un enseignement. Tout à fait. Alors, il suffit simplement que tu m'écris dessus, Madame Bakayoko, et puis moi, je te déverse 100, 200. Qu'est-ce que tu as fait? Cette griotte est incapable de donner le nom de ma mère. Elle est incapable, c'est-à-dire je ne monte pas loin. Je m'arrête à 2 générations. Simplement le nom de ma mère et de ma grand-mère, tu es incapable de me donner le nom. Et les faits marquants dans la famille. Et les faits marquants de ma famille. Et moi, je te déverse 100, 200, 300 000. Et pendant ce temps, chez moi, à la maison à côté de moi, il y a un enfant qui n'a pas de bic, qui n'a pas de cahier. Et puis simplement parce que... Et on attend des fondations internationales pour les aider. Parce que qu'est-ce qu'on vous dira? Moi, c'est le nom, j'achète mon nom. Mais quel nom tu achètes? Qu'est-ce qu'elle sait de toi? Justement, cette dernière, cette Mawa Touré, voici où elle habite. La belle fille, donc, sortie de la douche, un pagne défraîchi noué à la poitrine, tenant un seau crasseux, vous avez insisté sur le détail. Le rebord cassé par endroits, simplement bon pour la poubelle.
En observant cette jeune femme dans cette porcherie, j'étais certaine de la connaître, mais je n'arrivais pas à la replacer dans le lieu exact de ma mémoire. La vieille dame allait me délivrer très vite en me laissant sans voix. Voici ma belle-fille, Matouré, qui une semaine ou 2 semaines auparavant avait pratiquement gaspillé près de 500 000 sur une griotte. Sur une griotte. Qui a juste dit le nom et le nom de son époux. Finalement, on t'estampille mariée. C'est d'abord ce nom de femme mariée, c'est avec cela qu'on t'appelle et tout ça. Mais je dis non, il faut arrêter. Alors justement, vous posez une question très essentielle. En fin de nouvelle, qui des griottes ou des nobles ont le véritable pouvoir? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui quand on voit cette foire d'argent qui se fait pendant les cérémonies. À l'origine, la griotte, généralement, ce sont les nobles qui avaient le pouvoir. C'est les nobles qui dictaient la... Mais les nobles prenaient en compte, enfin je veux dire, les nobles s'occupaient avec des griots. Chaque famille avait son griot. Chaque famille avait son griot. Mais également, généralement, les griots étaient un peu les obligés des nobles. Et donc, les nobles, en contrepartie, s'occupaient de ces familles-là. Voilà. Mais les données ont changé. Ça a évolué. On n'est plus à ce stade-là. En Côte d'Ivoire, mais est-ce que dans des pays comme le Mali, comme la Guinée, est-ce que ça change également? Ça a beaucoup changé parce que ce n'est plus possible, aujourd'hui, avec le coût de la vie, de prendre en charge ta propre famille et de prendre en charge la famille alliée à la chose. Mais il y a cette reconnaissance-là qui reste. Il y a des griots proches de nous. Éternellement, nous leur serons reconnaissants. Parce que c'est ceux-là qui connaissent notre lignée, qui savent qui gardent un peu comme la mémoire, la mémoire. Tout à fait. Et puis, en reconnaissance de ce qu'ils ont vécu avec les parents, c'est des personnes qui resteront éternellement autour de nous. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'on ne se retrouve avec des griots, plutôt des mercantilistes, qui essaient de monnayer ce qu'ils ne savent pas. C'est pour ça que je dis, est-ce que qui des griots des nobles ont le véritable pouvoir? Sommes-nous obligés de rentrer dans ce jeu-là? Parce que quand on est en face d'un véritable griot qui parle de ce que votre père a fait, de ce que votre grand-père a fait, de ce que votre arrière-grand-père a fait, qui connaît l'histoire de la famille, qui connaît l'histoire des familles, effectivement, on peut ne pas rester insensible. On ne doit même pas rester insensible, je crois. Mais lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est juste comme un crieur, je me permets de le dire, est-on obligé d'intervenir financièrement ou là encore, le maraboutage intervient-il? Il y a certains qui le disent, qui disent que souvent c'est parce qu'on se retrouve envoûté par certaines griottes qui en font une pratique pour soutirer de l'argent aux femmes. Mais au-delà de tout, nous avons nos cultures. Et moi, je défends la culture. Tout à fait. Je la défends. Je me dis que le griot qui connaît ma lignée, je peux lui donner de l'argent, mais à hauteur de du raisonnable. Bien sûr. À hauteur du raisonnable. Je ne vais pas aller déverser le raisonnable, apparemment, c'est une variable. C'est une variable discutable. C'est une variable Parce que pour certains, le raisonnable, ce sera un million. Un million. Selon, effectivement, le niveau de chacun. Évidemment, si tu es milliardaire, donner million, voilà, un million, c'est raisonnable. C'est raisonnable pour lui. Mais si à peine tu as ton salaire de 100, 200 000... Comme Matouré, qui est dans une maison assez... Qui vit pratiquement dans un taudis, dans une chambre-salon avec... qui dépense 500 000 sur un griot. Sur un griot en une soirée. Mais vous dites qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire. On ne peut pas regarder cela et puis ne pas dire quelque chose. Est-ce que ça interpelle certaines personnes dans le milieu? Oui. Aujourd'hui, on en parle quand même. On en parle. On se dit, mais ces griottes-là... Du coup, il y a certaines qui évitent les cérémonies. Oui, je connais des dames comme ça. Voilà, qui évitent les cérémonies. Donc, elles préfèrent rester à la maison. Alors, même si elles doivent intervenir... Non, on ne peut pas rester éternellement à la maison. Voilà, non, il y a des cérémonies où vous ne pouvez pas vous dérober. Vous êtes obligé d'y être. Mais la plupart des cérémonies, on préfère rester chez soi. Parce que si on doit être à tout moment être acculé comme ça par ces griottes qui n'ont aucun coffre, qui ne vous disent rien de bon. Rien de bon. Alors c'est compliqué. Et avant de recevoir le docteur, parlons rapidement de Djinnan Djougou parce que pour moi, c'est vraiment la totale. C'est vraiment la démonstration dans cette nouvelle-là du caractère un peu, même pas un peu, très manipulateur enfin, je ne sais pas si je dois dire du marabout ou de certains marabouts, c'est vous qui allez me le dire. Oui, c'est manipulateur, c'est le mot. C'est le de mot certains marabouts ou des marabouts en des général. Marabouts, je dis, les marabouts, quand je les prends dans ce registre, il n'y a pas de bon. OK. Ils sont tous alors, pareils. De votre bouche, je le comprends mieux. Oui, ils sont tous pareils. Et elle, Machiami, dans ce cas de Djinnan Djougou, s'est retrouvée avec celui, je dirais, qui avait une certaine... qui était la totale. Parce qu'elle, à force de fréquenter ces chambres sordides, voulait toujours le meilleur. Le meilleur marabout. Le meilleur marabout. On dit un nouveau marabout qui est sorti ici au Carrefour. Elle est toujours la première à aller ouvrir les chambres des portes des marabouts qui sont arrivés la nuit, qui n'ont même pas encore déballé leurs valises.
Et là, il va tomber sur un gros. Hein. Et là, ça sera, comme je dis... Et qui prend sa vie. Qui prend sa vie. Qui prend sa vie et qui prend... 3 enfants. 3 enfants, qui obtient d'elle 3 enfants, qui un obsédé sexuel, qui elle passera partout. Et donc, ceux qui vont lire la suite comprendront pourquoi Christelle est vraiment choquée par cette nouvelle. En fait, je tournais rapidement les pages pour arriver rapidement à la fin. Parce que, en fait, j'étais un peu énervée. Mais quand même, quand j'ai vu un jour, après une grosse querelle avec la première rivale, le déclic s'opéra, le voile se déchira, mes chaînes se cassèrent instantanément. Je n'ai pas voulu lire la suite. Mais après, j'ai fait comme ça. Attends, je vais voir ce qui s'est passé. Sans réfléchir, j'ai récupéré mes enfants. Je sautais dans le premier camion pour Abidjan. Et nous, on va maintenant ouvrir la porte de notre petit salon à notre docteur. Docteur en lettres, docteur Jay, qui arrive maintenant. Et alors, avec lui, vous aurez un autre type de questions. Hein. Mais rassurez-vous, les gentils, il est sympa comme moi. Docteur, merci de nous rejoindre. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, merci d'être là. Alors, chronique étrange d'Afrique, c'est l'Afrique, hein, au rendez-vous. Une Afrique... basé sur le mysticisme, sur les traditions, mais avec des nouvelles à couper le souffle. Enfin, de mon avis, un docteur dira son avis. En effet, chronique étrange d'Afrique de Mawa Bakayoko. Alors tout de suite, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le livre donne surtout dans l'insolite? Vous êtes une... Oui, parce que tout est insolite dans cette histoire et il semble qu'autour de nous, il n'y a vraiment rien de normal. C'est insolite, mais en même temps, c'est du vécu. Tout a été déjà fait sur Terre. C'est souvent des histoires, quand on vous les rapporte, vous dites, est-ce que c'est vraisemblable? Pourtant, certaines personnes l'ont vécu. Oui, mais vous êtes quand même écrivaine et vous avez ce qu'on appelle la licence poétique qui vous permet d'édulcorer les choses et de les présenter sous un jour sans doute un peu plus gai. Pourquoi est-ce que vous prenez le parti délibérément de nous noircir le tableau qui n'est déjà pas très beau? Oui, mais la vie n'est pas faite que de roses aussi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille ventiler plutôt des idées positives, de l'espoir, que de nous laisser baigner dans cette atmosphère toujours la tristesse, de tristesse permanente? Non, au contraire. Parce que si on ne prend pas conscience de ce qu'on vit, on peut vivre cela, certes, mais on n'en parle pas parce que je me dis, non, c'est une politique de l'autruche que je me refuse de faire. Je me dis, il faut regarder en face le problème et puis de résoudre. Si on veut une œuvre à l'eau de rose, en guillemets, on peut s'offrir quelque chose. Est-ce qu'il ne faut pas semer l'espoir plutôt que de semer la crainte? Mais pourtant, il y a de l'espoir. La crainte permanente. Mais pourtant, il y a de l'espoir. C'était les propos liminaires. Nous avons 25 textes qui sont tous, chers téléspectateurs, aussi insolites les uns que les autres. On va essayer... On part avec laquelle des nouvelles? Alors, on va déjà partir avec la première nouvelle. La première nouvelle. Le coup de fil qui nous replonge dans l'univers, j'ai envie de dire d'Adjamé, avec le monde de la gare, avec le pickpocket, de la quête, tout ça. Alors ici, madame, vous nous faites une critique de la police. Ici, vous faites un policier tacri qui est plutôt zélé, mais en fait, alors qu'on est heureux d'avoir un policier qui fait son travail, vous faites intervenir sur sa tête une épée de Damoclès qui est la présidence. Mais oui, justement, c'est le cheveu qui vient sur la soupe. Parce qu'il y a d'autres éléments qui interviennent qui sont corrompus. Parce que quand ils ont arrêté, ils sont allés faire la rafle, le premier lot, le premier jour pour les libérer, il fallait payer 100 000. Deuxième jour, ils ont soldé. Il fallait payer 50 000. Troisième jour, ils ont soldé, toujours les policiers. Il fallait payer 25 000. Alors ça, tout ce lot de policiers-là rentre dans la faille de la corruption. Oui, mais lui, Tacri... est quand même assez correct. Assez correct, c'est pour cela que je le mets à nu. Tacri, c'est un modèle à suivre. C'est un modèle, mais c'est un modèle inachevé. Un modèle inachevé, mais quelque part, inachevé par quoi? Par ce pouvoir-là, par ce coup de fil qui est venu l'interrompre. Est-ce que Tacri n'aurait pas été plus homogène avec son personnage s'il avait bravé? Mais il n'a pas bravé parce qu'il a dit qu'il y a certains qui avaient déjà subi. Il avait peur, on peut quand même lui reconnaître cela. On peut quand même reconnaître... Moi j'ai l'impression que vous en faites un policier, un homme qui n'est pas un homme de conviction, qui se courbe chaque fois que la difficulté apparaît. Non, pas du tout. La preuve en est, il n'a pas changé les conclusions de son rapport. Quand il allait déposer la conclusion, il n'a pas changé un iota. Il dit, quand même, c'était la dernière conscience qui lui restait.
il l'a déposé. D'accord. Il n'a pas changé. Vous en faites donc une hirondelle dans le... un petit soleil dans la nuit. D'accord. Alors, je souhaiterais qu'on aborde 2 ou 3 autres nouvelles qui mettent les femmes au premier plan. Mais madame, vous nous dépeignez des femmes, j'ai envie de dire, qui ne sont pas dignes de confiance. Mado. Je suis très heureuse que vous ayez pris Mado. Mado a commis une faute. Mais Mado, quelque part, oui, Mado, quelque part, est un peu le modèle de femme digne qu'on aimerait avoir. C'est vrai, la chair est faible. Elle a résisté Est-ce que la chair est plutôt forte? Non, dans son cas, elle a résisté pendant longtemps. Et le seul jour où Mado a failli, Mado s'est rendu compte de son erreur. Et Mado est restée digne dans ses bottes. Elle a attendu que la police vienne, alors que dans ce cas-là, très souvent, les femmes se seraient sauvées. Et c'est là que c'est un peu surréaliste, madame. Alors, en même temps, je veux dire, si un gardien de but fait 10 arrêts, si un match où il a 10 tirs, et le seul arrêt important... fait 9 arrêts, qu'il a un but, c'est un but. Donc, finalement, Mado est fragile. Est-ce que vous la rendez humaine? Ou bien est-ce que vous la rendez... vous la déshumanisez, en fait? Non, je la rends humaine avec cette dignité que toute femme devrait avoir. Mado a résisté. Comme je le dis, ce côté humain-là, il faut l'accepter. Parce que je dis, même Dieu va pardonner certains. Moi, je le pense. Je me dis que Dieu, avec sa miséricorde, va pardonner à certaines fautes qu'on ne peut même pas imaginer. Et la faute commise par Mado, certes, elle était grave, mais l'acte dernier, c'est-à-dire les derniers actes posés par Mado, effaçaient pour moi sa faute. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez obligé de faire passer Mado par cette épreuve, cette mort qu'elle a obligé de... Souvent, les auteurs sont cruels, quand même. Souvent, les auteurs sont cruels parce que je pense qu'il faut bien lire d'ailleurs ce passage pour les téléspectateurs. On parle à la page. À la page 189. 189, d'accord. Quelques secondes après cette profession de foi, Mado vit le visage du patron se crisper, se déformer subitement. Il fut secoué par un violent spasme. Mado était effaré de le voir s'écrouler de tout son poids sur elle après avoir lâché un long râle. Donc, il meurt là. Il meurt sur place, d'un arrêt cardiaque. Pourquoi cette cruauté? Ce n'est pas être cruel, c'est de dire les choses telles que c'est. Oui, mais pour le personnage de Mado, qui résiste, qui ne veut pas que cela lui arrive, est-ce qu'elle ne pouvait pas subir une épreuve plus clémente? Non, c'est-à-dire, elle, c'est une femme de foi. Je reviens sur le fait que c'est une chrétienne accomplie, qui savait ce qu'elle devait à son Créateur, mais quelque part qui a flanché. Mon père avait tendance à dire souvent que quand tu es bon dans un registre, il faut rester de là. Quand tu es dans un registre mauvais, tu restes dans son registre mauvais pour un peu... exceller dans les registres. Parce que moi, je veux bien comparer... Et du coup, elle se retrouve dans un registre qui n'est pas le sien. Son registre, c'était la droiture, c'était la fidélité, c'était l'honnêteté. Toute la rigidité aussi. Oui, qui va avec. Et donc, ce petit écart-là, Dieu a voulu l'éprouver, voilà, a voulu l'éprouver jusqu'au bout. Et cette épreuve, c'est pour dire que, quelque part, elle était honnête. Moi, j'estime qu'elle était honnête. Parce qu'il y a certains qui auraient fait ça, ce serait passé comme lettre à la poste. Ce n'est pas ça qu'on ne voit pas souvent. Mais elle, la pieuse, la religieuse qui se retrouve confrontée à un tel problème, je me dis quelque part que c'est une punition que Dieu a voulu continuer. Et puis moi, je n'ai fait que crier. D'accord. Alors, j'ai l'impression que la punition, elle est quand même démesurée. Parce que si je compare Mado à Lala, oui. Franchement. À Lala, j'aurais bien dit, mais pourquoi est-ce que Lala n'a pas le sort de Mado? Lala a eu le sort de Mado, mais pratiquement autrement. Parce que Lala, je dirais, s'est laissé ronger. Mais en même temps, elles ont quand même un lien. Mado et Lala se retrouvent avec un lien commun. Il y a un adage chez moi qui dit que la mort vaut mieux que la honte. Et Lala, dans ce cas, c'est laisser mourir. Donc, ça a été sa punition à elle, la mort. Mais Mado, pour elle, ça a été la honte, ça a été l'opprobre. Mais elle a accepté d'assumer. C'était comme une sorte, je dirais, de purification. Est-ce qu'elle est purifiable, justement, aux yeux de la société? Non. Après l'acte qu'elle a commis. Oui, mais vous avez vu que les camps étaient partagés. Ah oui, les camps étaient partagés. Deux camps se dégageaient. Il y a certains qui disaient qu'ils approuvaient son acte. Il y a certains, par contre, qui lui jetaient la pierre. Voilà, qui lui jetaient la pierre. Mais alors, l'acte qu'elle pose, c'est sans doute la relation, j'ai envie de dire, extra, mais c'est aussi le fait qu'elle soit restée pour faire partie d'attendre, d'assumer pleinement tout ça. Oui, mais elle voulait se libérer de sa conscience. Parce que si elle partait, si elle se dérobait pour partir, c'est-à-dire quelque part,
elle se disait que ça allait la poursuivre. Parce qu'en tant que femme croyante, elle n'assumait pas son acte. Mais déjà, le fait d'assumer, ne dit-on pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Mais alors, vous regarderez devant notre spectateur, vous leur direz, si cela vous arrive, attendez. Bon, ça, c'est notre débat. D'accord. Alors, la question est pertinente. La question du docteur est pertinente. Et donc j'en reviens à la nouvelle 2, le test d'ADN, la future bombe mondiale. Alors, pourquoi est-ce que le test d'ADN devrait être la future bombe mondiale? Je suppose une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, parce que ça va dévoiler le mensonge dans lequel nous baignons depuis toujours. Qui baigne dans ce mensonge? Tout le monde. La société, les couples, parce que est-ce que vous pouvez genrer le mensonge? Oui, dans ce cas-là, il est masculin. Parce que oui, il est masculin parce qu'il est impensable aujourd'hui en Afrique qu'un homme se dise qu'il est stérile. Combien reconnaissent leur stérilité à la face du monde? C'est les femmes stériles qu'on reconnaît. Vous en connaissez beaucoup autour de vous qui disent que c'est moi, le problème vient de moi. Donc ce mensonge dans lequel baignait Ganamé, Ganamé savait qu'il le sentait, il le pressentait, il n'est jamais allé à l'hôpital, il n'est jamais allé se consulter. Mais madame, lorsque vous dites que le mensonge ici, vous le genrez au masculin, moi je suis étonné. Est-ce que ce n'est pas plutôt les facéties des femmes que cela va révéler? Mais c'est ce mensonge-là, non, c'est ce mensonge genré, masculin-là, qui a réjailli sur ces femmes. La preuve en est, quand la seconde épouse est rentrée, elle a dit allons-y à l'hôpital. Il a refusé de partir. C'est la conséquence de l'acte posé par le mari au départ, qui ne voulait pas reconnaître sa stérilité, qui a emmené ces femmes-là à aller... Vous attaquez les hommes se cachent. Vous êtes en train d'être d'accord avec le matriarcat, finalement? Bon, oui, quelque part, en tout cas, ce qui est sûr, la mère connaît le père de son enfant. Ça, c'est clair. Ce qu'on dit en Afrique. Donc, oui, ça, c'est clair. La mère saura toujours qui est le père de l'enfant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jeter le discrédit sur tous les foyers? Non, pas sur tous les foyers, mais je veux dire... Et nous sommes en train d'arriver au terme de cette émission. Finalement, on se demandera, attention. Oui, mais il y a de quoi se poser des questions aujourd'hui. On verra bien si on ressemble à nos pères. Vraiment, si la ressemblance n'est pas chose, allez faire un test d'ADN, peut-être on verra que... Alors, je pense que après cette histoire, l'une des activités qui va rapporter des ça allait faire les tests. Des tests d'ADN. Les chroniques étranges d'Afrique, c'est vraiment un livre étrange qu'il faut lire. Des faits du quotidien qui sont traités avec beaucoup de vivacité et avec beaucoup de liberté par l'auteur qui utilise vraiment sa licence poétique à dessein. Ces choix ne sont pas toujours les nôtres, mais bon, évidemment, ça se défend. Évidemment. Dans tous les cas, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau, Madame Mawa Bakayoko. Je rappelle l'œuvre Chronique étrange d'Afrique. En tout cas, rendez-vous en librairie pour vous prendre à chacun sa chronique étrange d'Afrique. Docteur, merci. Merci beaucoup, Christelle. Madame Mawa Bakayoko, merci d'être venue. On a été très heureux de vous avoir sur ce plateau. On se retrouvera jeudi prochain. D'ici là, excellente lecture. Au revoir.